Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Bien, Paul Meyer, bonsoir. Bonsoir. On vient d'assister à un très riche concert à l'église de Salon de Provence, qui d'ailleurs résume un peu bien l'esprit du festival Salon, du 24e festival. Une grande palette, grande diversité de Mozart à Darius Milhaud à Pleyel. Ce facteur de piano, je ne savais même pas j'ai appris ce soir qu'il avait composé les trios. Et puis la présence d'un jeune clarinettiste. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était la singularité de cette année, c'est d'avoir offert un peu de place aux jeunes, mais c'était pas le cas déjà dans les précédentes éditions. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que ce que j'ai dit, c'est que grâce à Buffet Crampon, qui est un sponsor, on présente un soliste, un jeune qui joue d'un instrument à vent en fait, parce qu'il y a forcément moins de place pour les instruments à vent dans un festival comme ça que pour les cordes par exemple. Voilà. Mais il y a toujours eu beaucoup de jeunes, mais c'est vrai que si on n'avait pas eu ce sponsoring en plus, on n'aurait pas pu l'inviter parce que bon voilà, c'est d'autant plus qu'il vient de voilà. D'accord, donc très grande richesse du programme, très grande générosité aussi, parce que vous êtes rendu disponible pour cette petite télé qui est Canal Pourpre, une télévision locale à Bergerac. Les deux précédentes éditions, on avait interviewé Eric et Emmanuel, donc last but not least, Paul Meyer, clarinettiste. Une petite question toute idiote, mais c'est quoi l'étymologie du mot clarinette ? J'en sais rien. Oui, ça vient de clarines, donc de sonner, voilà. Et même l'ancêtre, c'était même les trompettes en fait. Souvent, il y a eu même certaines œuvres, on n'est pas sûr si c'était écrit pour clarinette ou pour clarine ou pour trompette finalement. Enfin, voilà. Comment vous expliquez la réussite du festival de Salon ? Eric nous avait expliqué que les musiciens ne sont pas défrayés, ne sont pas payés, mais il y a autre chose. Est-ce que c'est l'alchimie entre trois amis qui se connaissent depuis très longtemps ? Comment vous expliquez cette réussite ? Alors la première des choses, c'est qu'on tient à ce que les choses restent simples. Personnel, il y a des gens qui sont très très connus mondialement, qui débutent, que personne ne connaît, mais personne ne fait de différence personnelle, ni même en termes de carrière, ni rien. Donc ça c'est une des choses qui est la plus importante, c'est qu'on joue avec les musiciens en toute honnêteté, toute ouverture, etc. Il n'y a pas de star system, c'est l'inverse, alors que dans beaucoup de festivals, le star system est un peu obligé, je ne voudrais pas citer de nom, mais on pense à certains. Et donc il y a ça, ensuite il y a la convivialité, c'est-à-dire qu'on est quand même un festival en Provence, on joue dehors, dans des lieux un peu particuliers, enfin l'église,
on répète des fois dehors, sur les arbres, enfin, il y a une ambiance un peu, voilà. Et ensuite, il y a aussi le côté bien sûr amical, du fait que Eric et moi, on se connaît depuis plus de 30 ans maintenant, Emmanuel un tout petit peu moins, mais enfin, on compte plus. Et voilà, donc c'est surtout ça qui compte, le fait d'avoir envie de jouer ensemble, d'avoir du plaisir à jouer avec les autres, à transmettre ce plaisir aussi, parce que c'est ça toute l'histoire, c'est pas de faire quelque chose pour soi, entre soi, mais de le partager avec les autres musiciens et donc aussi le public. Alors bonne transition, vous parlez de transmission. Et moi, ce qui m'interroge, c'est la lecture. Lecture de la musique, c'est un peu comme la lecture d'un livre, sauf qu'il y a l'interprétation, mais en allemand, lire et interpréter, c'est la même racine. Alors en musique, souvent les critiques de musique qu'on peut entendre à la radio imposent leur loi d'airain de la bonne musicalité, de la bonne interprétation, en disant certains lisent contre, lisent mal. Comment est-ce que vous définisseriez le fait de lire juste la musique? Enfin, est-ce que vous savez à quel moment vous lisez juste? En fait, vous l'avez dit dans votre question, un interprète, c'est un interprète, il fait des choix, et il fait des choix en fonction de plusieurs critères. Déjà, la première des choses, c'est son éducation musicale, son parcours, etc. Ensuite, il y a aussi un autre critère qui est le talent qu'il a lui-même, enfin, la virtuosité, son approche de l'instrument, etc. Et puis éventuellement aussi les choses historiques, les recherches qui sont absolument intéressantes, mais qui sont quand même encore des supputations, quoi, parce que si on avait un enregistrement de Bach, on saurait comment il joue, mais on n'en a pas. Donc heureusement d'ailleurs. Et donc voilà, il y a tout ça. Maintenant, les critiques, ils font bien de guider les auditeurs, de choisir, de les aider à dire voilà, ça existe comme ça, mais il suffit de revenir un tout petit peu en arrière. Par exemple, pour la musique baroque, enfin, ou ancienne, on a soutenu les instruments anciens, etc. Mais des fois, quand on écoute Dino Lipati ou d'autres, même Karl Richter dans ses Bach, on se rend compte que finalement, le message de la musique n'a rien à voir avec son style. Le style, c'est quelque chose qui est déterminé par les musiciens, leur lecture. Alors, il doit y avoir un concomitant, c'est-à-dire l'acceptation, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les musiciens sont d'une même origine ou partagent une même origine musicale, un même discours. Voilà. C'est ce que j'appelle le style. Et moi, le style, pour moi, c'est un peu comme un truc d'ordinateur, un software, c'est un protocole de communication. Mais le contexte, le contenu, c'est-à-dire de mettre la musique en valeur, de s'investir dans la musique et de s'exprimer et de faire vivre une partition, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. Donc, quel que soit le style, il faut que le message passe, entre guillemets, c'est un peu ça. Hein. Je pense, oui, quand même. Alors, vous posez cette question à moi, qui suis assez pointilleux sur le style, quand même, parce que surtout dans la musique classique, j'ai des convictions, d'éthique, des façons de jouer, presque des tocs, des fois, et de façon qui vient de mon expérience, de la direction d'orchestre, etc. Donc, moi, j'y tiens absolument énormément, mais je dis encore que c'est un protocole, parce que qui sait comment nous allons jouer d'ici 10 ans, 15 ans, etc. Ça changera peut-être complètement. Il y a aussi, bien sûr, les instruments qu'on utilise, le rapport avec cette facture d'instruments, les instruments modernes, les instruments anciens. Vous voyez, suivant l'instrument qu'on a, on joue absolument pas de la même façon. Il suffit de voir si on joue un prélude de Bach au piano ou au clavecin, on n'est pas la même chose, quoi. Bien, et donc vous avez évoqué une autre casquette, vous êtes clarinettiste, vous êtes aussi directeur d'orchestre, vous avez dirigé X orchestres, on ne va pas les citer. Et justement, quand on dirige un orchestre ou même quand c'est un petit ensemble de musique de chambre, toujours en parlant de lecture et d'interprétation, est-ce qu'il y a une partie des musiciens qui sont soumis à un musicien qui va diriger? Est-ce qu'il y a une domination justement pour cette interprétation? Comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en harmonie? Alors, oui et non. Il y a simplement, faut pas oublier qu'il y a en musique quelque chose qu'on peut appeler une hiérarchie musicale, qui est la hiérarchie musicale qui est imposée par le texte. Par exemple, je prends un exemple très simple. Si vous avez une longue note à jouer à la basse, et si vous avez des doubles croches à jouer au violon, c'est pas le bassiste qui va imposer son tempo. Il pourra que tenir sa note et c'est les autres qui vont décider. Donc ça, c'est ce que j'appelle hiérarchie. Il pourra dire, je trouve que c'est trop vite, je n'aime pas, etc. Les gens vont dire, ah oui, j'essaye, etc. On discute, personne n'est... Mais voilà, il a que peu de chances à ce moment-là de prendre une décision, de décider, etc., puisque ce sont les autres qui jouent les passages rapides. Donc il y a ça. Ensuite, je pense que ce qui est important, justement, c'est une fois qu'il y a cette hiérarchie, par exemple, pour la voix d'un quatuor, pour le violon, on remplace jamais. Enfin voilà, il est plus important que le. Enfin, c'est pas qu'il est plus important, il chante plus que le deuxième, qui est plus dans l'accompagnement, qui fait le lien entre les autres, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a bien sûr le désir de ne pas
s'imposer comme ça uniquement et de vivre avec les autres, de partager, d'apprendre des autres et de challenger son travail. Quand on dit est-ce que tu aimes ça, etc. Oui, et bien sûr on écoute les autres et on fait en fonction, on essaie de leur plaire aussi, etc. Ce qui fait que finalement tout ça, ça se gomme complètement, quoi. Il n'y a plus cette hiérarchie. En plus, en musique de chambre, le but, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire, c'est pas de se retrouver avec un chef qui dit maintenant, parce que le chef, c'est le côté pratique. Pour qu'il y ait des chefs, c'est surtout parce que c'est pratique. Si vous avez 100 musiciens, il faut bien que quelqu'un dise bon, allez, on commence, quoi. On finit, on va faire ce morceau, on va jouer à tel endroit, et on va jouer comme ça, parce que si c'est pas le chef, c'est quelqu'un d'autre qui va décider, mais il sera chef à sa place. Donc, c'est inévitable. Donc, en musique de chambre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a cette hiérarchie, le basson, c'est le basson, la clarinette, c'est la clarinette. Et voilà, et on part dans la même aventure, sachant qu'on ne peut que bien jouer que si les autres jouent bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien jouer et l'autre peut mal jouer. C'est impossible. Il faut que tout le monde joue bien, et pour que tout le monde joue bien, il faut que tout le monde aille dans le même sens, que tout le monde comprenne la musique de la même façon, tout le monde s'investisse comme ça. Bien, 2 petites dernières questions, puis on va vous laisser tranquille. Samedi soir, on a pu entendre le quatuor pour la fin des temps d'Olivier Messiaen. Il y a la fin du temps, pardon. Je crois que c'est le 5e ou 6e mouvement. Je ne sais plus où il y a une clarinette solo. C'est le 3e, d'accord. Voilà. En parlant de lecture et d'interprétation, vous l'avez relu combien de fois? Est-ce que vous êtes arrivé à une interprétation qui vous satisfait? Alors non, parce que c'est tellement difficile à jouer qu'on essaye de faire au mieux. On essaie d'y arriver au mieux parce que techniquement, il y a des choses. Vous savez, les compositeurs ne sont pas instrumentistes. Enfin, ils ne jouent pas forcément de tous les instruments. Ils connaissent bien, moyennement bien. Et ils vont être dans une situation où vous auriez envie de mieux jouer. Je prends un exemple très simple. Un chanteur, un certain legato, clarinettiste aussi, mais on aimerait encore s'approcher plus, ou bien du son irradiant du violon, etc. Donc on essaie toujours de faire mieux. Et pour la lecture, je pense que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on joue avec des partenaires différents, de temps en temps, comme là j'ai joué avec Roger Muraro, c'est la première fois que je joue avec lui, et qu'il est vraiment dans mes séances, c'est le cas de le dire, il permet justement de se poser des questions, de relire les textes. Et je vais poser des questions, je dis là, comment tu vois ça, comment tu le lis? Il me dit ah non, pas comme ça, comme ci, comme ça, etc. Ou bien tu as raison, mais vas-y encore plus, etc. Enfin, donc on est toujours en train là de s'aider, de se développer, d'apprendre. Dans ce sens. Pour lecture permanente, on pourrait dire comme ça. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Et enfin, la dernière question, vous jouez beaucoup d'œuvres de compositeurs contemporains, dont certains, je crois, ont composé des morceaux dont vous êtes dédicataire. Qu'est-ce que ça change quand un compositeur écrit un morceau pour Paul Meyer? Alors, ça change. Ça change par rapport je vais revenir à votre question de départ, comment on lit une partition, comment on l'interprète, etc. Ça change complètement avec ça, parce que le compositeur pense à quelque chose et tout d'un coup, ça devient une réalité. C'est un peu comme un plan d'architecte et un constructeur. C'est-à-dire qu'on finit par monter les murs et on se dit attention, là, j'y arrive pas, ou c'est trop haut, etc. Et donc, on a un rapport avec le compositeur, avec aussi sa façon d'écrire, parce que le compositeur a une façon d'écrire qui pense, il essaie d'écrire ce qu'il ressent, etc. Souvent, quand on travaille avec des compositeurs pour la première fois, ils sont étonnés, ils disent « Ah mais tiens, tu joues ça comme ça, je pensais pas, il faut que ce soit plus expressif, ou moins expressif, ou plus dur, enfin j'en sais rien. » Donc je vais changer un petit peu ma façon d'écrire, et en dialogue, justement, c'est de là que vient ce rapport à l'écriture, à l'interprétation, au fait de se poser des questions, de concevoir de s'approprier un nouveau texte, une nouvelle musique, en disant « Comment je vais jouer ce truc-là ? Et à quoi ça va ressembler après, etc. » Et donc c'est ça qui rend les choses passionnantes et obligatoire, je pense, en musique contemporaine, parce que c'est la seule et vraie question d'interprétation qu'on a, c'est le moment véridique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de référence, on n'a pas quelqu'un qui a fait ça comme ça, qu'on aime, qu'on n'aime pas. On y va tout simplement, on y va avec une grande ouverture d'esprit, et ça, c'est extraordinaire. Très bien, merci beaucoup. On va vous écouter ce soir encore et demain, c'est le Septuor. Et puis après, je crois que j'ai cru entendre parler de jet lag parce que vous sillonnez le monde. Non. Je suis là jusqu'à la fin du festival. Je fais le concert de clôture comme chaque année. Et après, en septembre, octobre, il y a eu un disque qui vient de sortir ou qui est sorti récemment, non? Oui, il y a une actualité, c'est que j'ai enregistré récemment le concerto de Thierry Esquèche pour clarinette et orchestre, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, qui va sortir, je pense, aux alentours de Noël. Il y a un autre disque que j'ai fait en tant que chef. Alors ça, c'est un disque avec une merveilleuse violoncelliste qui s'appelle Nadège Rocha, qui est une violoncelliste suisse. Et nous avons fait Elgar et Walton. Voilà, 2 concertos. Voilà. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure. Au revoir. Merci, au revoir. Au plaisir. Merci beaucoup.
Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile.